bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, c'est une tendance très nette en cette rentrée. Plusieurs ouvrages racontent en positif le quotidien des enseignants dans les quartiers populaires. On en a déjà accueilli quelques-uns. Et bien, on continue aujourd'hui autour du livre Parce que chaque élève compte. L'invité du Grand Oral, Kamel Chaban, il est co-directeur de cet ouvrage. L'Anti-Sèche des Maguessel. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne à l'école. L'actualité, c'est un festival. Il s'appelle Forum Olympique. On va donc parler sport, éducation et même art. Vous allez tout comprendre. À l'heure de la récré, toujours avec Emma, on va chanter avec une star des réseaux sociaux, Sarah dite Sarounette. Et puis enfin, on retrouvera le cours particulier de Marie-Olivier. Elle revient du Rwanda et elle y a découvert une approche singulière de l'enseignement des sciences. Elle vous dira tout. La quotidienne de School TV, c'est maintenant et c'est parti. Grand Oral. Parce que chaque élève compte, c'est le titre de cet ouvrage collectif qui vient de sortir. Il est coédité par l'École des Lettres et par les éditions de l'Atelier et il compile en une vingtaine de textes écrits pour la plupart des enseignants, des textes qui décrivent des parcours, des expériences, des innovations pédagogiques menées en quartier populaire. Le livre a été co-dirigé par Benoît Falaise et par Kamel Chaban. Ce dernier est donc l'invité du Grand Oral. Kamel, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes professeur d'histoire-géographie au collège Gustave Flaubert à Paris. Et alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que les enseignants, c'est essentiellement des enseignants, qui témoignent dans le livre, font partie d'un collectif qui s'appelle Territoire Vivant, au pluriel. De quoi s'agit-il ? Alors, d'abord, merci de nous inviter. Voilà. C'est un collectif d'enseignants qui a vu le jour en 2017, coordonné par Benoît Falaise, qui s'est d'emblée positionné contre cette expression qui est devenue, hélas, un lieu commun dans le débat public de territoires perdus. Les territoires perdus de la République. Voilà, pour finalement montrer que l'éducabilité de toutes et de tous était encore possible dans les quartiers populaires, quoi qu'on en dise, et en particulier territoires perdus, et que cette promesse républicaine essentielle d'éducabilité existait encore et qu'il y avait des enseignants, des enseignantes, des personnels de direction, pour répondre à votre première question, dans le collectif, qui se battaient tous les jours pour que cela se réalise. Quand même juste éducabilité, parce que le mot n'est pas super élégant. Comment on pourrait le traduire ? C'est de dire qu'on peut toujours y arriver, c'est ça, c'est cette idée ? Voilà, exactement. Même si l'égalité des chances se discute, il n'empêche que toutes les élèves et tous les élèves peuvent accéder à l'éducation et à l'instruction que l'école républicaine leur délivre pour faire d'eux et d'elles des citoyennes et des citoyens de demain. Pour peu qu'on se remêle un peu, comment vous vous reconnaissez, comment vous vous recrutez au sein de ce collectif Territoire Vivant ? C'est du bouche à oreille ? Alors, au départ, c'est Benoît Falaise. Benoît et ses copains. Qui a impulsé, Benoît and Friends. Qui a impulsé la dynamique de ce groupe. Parce qu'il y a eu un premier livre, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, aux éditions La Découverte. En 2018, chez La Découverte, qui justement se proposait de restituer des expériences pédagogiques plutôt positives et qui montrait que justement on pouvait encore y arriver dans les quartiers populaires, y arriver à enseigner la Shoah, la guerre d'Algérie, dépasser les concurrences mémorielles, donner une autre image que celle que les médias véhiculent des élèves de banlieue qui ne sont pas tous xénophobes, antisémites, sexistes, etc. Voilà. Justement, parce que là, les territoires perdus de la République, avant que d'être un truisme qu'on retrouve dans le débat public, c'est un livre aussi qui sort en 2002 et qui cible quand même très clairement les questions liées à l'antisémitisme. On ne peut plus enseigner la Shoah. Je pense que je caricature à peine le propos, qui était extrêmement carré et virulent à l'époque. Vous l'étendez un petit peu en disant finalement, territoire vivant, c'est dire qu'il faut être capable d'adresser cette question-là, mais aussi toutes les autres questions qui renvoient à la haine et à l'exclusion. Oui, et surtout, alors après on ne nie pas les difficultés, bien sûr, on ne va pas passer outre, elles sont bien là et on y fait face tous les jours, mais nous on donne des possibilités justement de sortie, de dépasser tous ces mots qui assaillent l'école républicaine. On ne dit pas que ce n'est pas vrai, mais on dit que on dit qu'on peut faire des choses. Exactement, et de belles choses même, contrairement aux idées qu'on a. Et c'est quoi la condition, s'il y en a une, pour que ces choses puissent advenir? C'est de ne pas rester seul, c'est de construire ensemble, c'est d'où l'idée du collectif d'ailleurs? Alors l'interdisciplinarité est fondamentale en termes de production finale, par exemple, quand on a des projets pédagogiques, mais surtout à ne pas avoir de préjugés sur les élèves. Voilà. Le regard sur les élèves. Exactement, le regard que l'on porte sur les élèves est fondamental. Pas de préjugés. Et puis,
avoir confiance en l'école, hein, en sa mission. L'école de la confiance, on établit avec les élèves une véritable relation de confiance. Alors évidemment, ça peut passer par des brouilles, des heurts, mais il n'empêche qu'on converge ensemble vers un but commun, une production, quelle qu'elle soit. Et on va en parler, on va en décrire quelques-uns, on ne va pas pouvoir tout raconter, il y en a plein, il faut sûr. lire le livre en plus. On se retrouve dans quelques minutes, Kamel. Pour l'instant, c'est l'heure de l'anti-sèche. Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour. L'anti-sèche, la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Vous nous parlez aujourd'hui d'un festival Formes Olympiques que la ville de Paris organise jusqu'au 15 septembre. Un lien entre le sport et la culture avec plein d'activités prévues pour les enfants et les ados. Mais oui, c'était déjà le cas cet été avec plein d'activités un peu partout à Paris. Mais c'est pas fini, vous l'avez dit, il vous reste encore 10 jours presque parce que c'est jusqu'au 15 septembre. Et donc, je voulais vous en parler parce que vous pouvez y aller avec vos enfants. Alors, Formes Olympiques, déjà, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des spectacles, des conférences, des ateliers ou des expos. Et toutes ces activités ont pour mission de faire dialoguer la culture et le sport. Exemple. Alors, exemple, samedi prochain, vous allez pouvoir aller voir le concert de la Loge. Je vais vous parler à mon cœur. Exactement, vous allez voir. En fait, c'est des musiciens qui reprennent des concertos des périodes baroques et classiques. Donc, il y aura du Vivaldi, il y aura du Bach, il y aura du Handel. Et alors là, de prime abord, peut-être avec les enfants, on se dit c'est pas évident de faire aimer la musique classique. Voilà. Sauf que là, l'idée, elle est assez géniale. On vit le concert comme une performance sportive. Parce que c'est vrai que le musicien performe physiquement, vous en savez quelque chose. Quand il joue, c'est très physique. Donc voilà, à ce concert, il y aura par exemple un coach qui entraînera les musiciens. Donc c'est vraiment pas mal pour faire découvrir la musique classique autrement. Ça, c'est musique et sport. Théâtre et sport aussi, je crois. Théâtre et sport, le même jour, le 10 et le 11 d'ailleurs, vous pourrez assister à une pièce de théâtre, ça s'appelle Les athlètes dans leur tête. Alors là, l'action se déroule tout simplement sur un terrain de sport. Le public va assister à un match de foot sans ballon, donc très original aussi pour les enfants, mais peut-être plus grand, à partir de... Alors là, il y a l'ancien petit garçon en moi qui dit voilà. non, quoi. Mais le principe est bien. Bon, d'accord, ça doit être formidable. Tout ça, c'est dans le cadre de ce festival. Formes Olympiques, il y a Olympique, évidemment, tout cela a un rapport avec l'arrivée prochaine des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Tout à fait. Alors, ce lien entre le sport et la culture, c'est pas un hasard non plus, puisque déjà la charte olympique exige que les organisateurs mettent en place des événements culturels en marge des JO. Et puis surtout, est-ce que vous saviez que jusqu'en 1948, l'art faisait partie des épreuves des JO ? J'ai appris Non. ça. Quand même. Vous saviez ça? Extraordinaire. Hein. Donc il y avait 5 Emma catégories. nous apprend toujours des trucs formidables. L'architecture, la littérature, la musique, la peinture et la sculpture. Mais comment on concourait aux JO en sculpture, par exemple? En fait, quoi? La seule règle à respecter, c'est que l'œuvre d'art est un rapport avec le sport. Par exemple, une sculpture... C'était un disco-ball. Voilà, une sculpture qui représente un sportif, un poème sur le sport. Et alors, pour la petite anecdote, il y a des sportifs qui ont obtenu des récompenses en sport et en art. Par exemple, ce nom vous dit peut-être rien, mais l'Américain Walter Winans a été médaillé en sculpture et en tir lors des JO de 1912. Et pourquoi on a arrêté ces épreuves d'art alors, vous savez? Oui, les organisateurs ont jugé que finalement on s'éloignait trop du sport, mais bon, ça a quand même duré pendant 36 ans. Donc voilà, pour en revenir au festival Formes Olympiques, on peut trouver de prime abord que ça paraît bizarre d'associer l'art au sport, mais en fait, c'est un lien plutôt logique. Et d'ailleurs, les Grecs, les inventeurs des Jeux Olympiques, considéraient le sport comme un art. On sculptait son corps, on se perfectionnait physiquement. C'était considéré aussi comme un perfectionnement moral. Et ce, dès l'enfance. Et ces valeurs du sport, on souhaite maintenant les inculquer aux enfants. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en marge des JO, les sportifs de haut niveau se déplacent dans les écoles. On l'a vu avec Tony Estanguet l'année dernière. Parce qu'en plus de donner aux enfants l'envie de faire du sport, on veut inculquer aux enfants les belles valeurs du sport, sans parler bien sûr des bienfaits pour la santé. Oui, c'est bon pour... Voilà, puis on et le les 30 minutes, non? Exactement. Le ministre de l'Éducation a annoncé donc les 30 minutes de sport quotidiennes obligatoires à l'école. Je ne sais pas très bien comment on va les faire, mais elles ont été annoncées. Elles ont été annoncées parce qu'encore aujourd'hui, pour 80% des enfants, quand même, il faut le savoir, le sport à l'école représente la principale source d'activité physique. Emma, merci. Il n'y a pas d'exemple de... Il pourrait y avoir territoire vivant avec le sport. Oui, il n'y a pas de collègues d'EPS, c'est vrai. Allez, appel au peuple. D'ailleurs, il y a beaucoup de collègues d'historiens littéraires, c'est logique, vous êtes en lien avec l'école des lettres. Il y a 2 personnels de direction aussi. Il y a un prof de génie mécanique, si je me souviens bien, une professeure d'art plastique. Et également en lycée professionnel, lettres, mais alors les autres, ils sont où? Ça va faire naître de nouvelles vocations. Hein. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le collectif il date de 2018. Il y a de nouveaux collègues qui nous ont rejoints et espérons-le. Hein. Génial. On va continuer à en parler et sans doute, du moins, essayer de vous donner envie. Emma, on se retrouve pour la récré. Grand oral, la suite. Kamel Chaban.
Une vingtaine de textes donc rédigés par des enseignants pour l'essentiel. Ils décrivent des expériences menées dans des établissements des quartiers populaires. Ils sont compilés dans ce livre co-dirigé par Kamel Chaban, invité de notre grand oral. Ces textes, vous les avez regroupés par grands thèmes. Le premier de ces thèmes, vous en parliez il y a quelques minutes, c'est le regard porté sur l'élève. Vous parliez du regard porté par les enseignants, mais il y a aussi le regard que les élèves portent sur eux-mêmes. Parfois, on peut s'enfermer dans une identité, de toute façon, je ne vaux rien, de toute façon, je n'y arriverai pas, on n'attend rien de moi. Exactement, il y a une spirale qui s'est installée dans les quartiers populaires, et c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure par vous parler finalement de la médiatisation dont ils peuvent être victimes, les élèves et leur quartier. Autrement dit, une image souvent dégradée. On parle d'eux uniquement quand il y a des voitures qui brûlent, des rodéos, ou y compris même pour l'école, quand il y a des collègues qui se font agresser, ou enfin, en tous les cas, quand les choses ne vont pas, quoi. Et finalement, ça crée chez eux aussi une dévalorisation, eux-mêmes. Il y a une perte de confiance des élèves, mais également de leur famille dans les quartiers. Et évidemment, un des fondamentaux, c'est de redonner à tout ce beau monde un peu de confiance. Voilà, exactement. Leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses, y compris même de se dépasser. Il y a un texte amusant dans le livre sur Bourdieu et sur le déterminisme social d'une élève qui dit à Bourdieu, feu Pierre Bourdieu, il n'est plus là pour l'entendre, mais enfin bref, Pierre, tu te trompes, le déterminisme social, c'est pas tout. Voilà, exactement. Parce qu'elle ne veut pas se laisser, je crois que c'est une jeune fille d'ailleurs, elle ne veut pas se laisser enfermer là-dedans en disant non mais moi j'ai le droit. C'est Kerry James contre Pierre Bourdieu. Exactement. Cet élève a réussi à se dépasser parce que alors il s'agit de la classe de Elsa Bouteville qui enseigne pas n'importe où, qui enseigne dans un quartier qui a tristement fait parler de lui au moment de l'affaire Halimi. Voilà, c'est là où il a été séquestré Ilan Halimi de manière absolument à Bagneux, de manière absolument odieuse. Il y a cette professeure des écoles remarquable, elle a fait tout un travail justement par le biais de photographies qui sont exposées dans la cité et qui justement a permis aux élèves de reprendre un peu de confiance en eux. La zone est quand même assez grise, assez grisâtre, et puis ce qu'on en dit n'est pas non plus très reluisant. Donc voilà une belle expérience pour relancer la confiance que les élèves doivent avoir entre eux, quoi. Je vous disais tout à l'heure une relation de confiance vraiment réciproque. Bon, après sans démagogie non plus, parce qu'on pourrait retourner ce que je suis en train de dire en disant le gros naïf. Oui, il existe quand même le déterminisme social. Exactement, bien sûr. et on rame à contre-courant. Ce que moi j'en ai lu, c'est qu'il ne faut pas s'enfermer. Exactement, et que on essaie de le dépasser par les armes qu'on puisse avoir. Il y a un troisième thème qui est sans doute le plus incandescent politiquement et médiatiquement, vous l'avez cité en début d'émission d'ailleurs, c'est celui de la concurrence mémorielle. Vous-même, dans votre collège, vous avez mis en place des choses. Comment très concrètement on fait en sorte que des enfants ne se disent pas on parle plus de la Shoah que de l'esclavage, on parle plus de l'esclavage que de la guerre d'Algérie, etc. Et qu'on dise finalement tout ça ce sont des histoires tragiques de l'humanité et il n'y a pas de hiérarchie de la souffrance entre les humains. Alors, ces questions qui fâchent socialement et qui sont toujours socialement vives, on peut retourner ce rapport. Autant elles peuvent fâcher dans la société, autant elles peuvent nous unir. Parce que on a une histoire qui sans propagande républicaine, qui est suffisamment universelle pour que chacune d'entre nous se reconnaisse dedans. Une histoire qui est faite de souffrance, d'espoir, mais dans laquelle on peut se reconnaître. Et en étudiant ces questions socialement vives, justement, on partage ces souffrances passées. Et quand je dis ces espoirs aussi passés d'une vie meilleure, pour tous ces gens qui maintenant sont morts ou sont très très âgés pour ce qui est de la guerre d'Algérie, où justement on peut vraiment matérialiser ces espoirs d'une vie commune avec les élèves. Et est-ce que vous arrivez, comment quand on est enseignant, on se dit ça y est, j'ai réussi à faire bouger les préjugés, à faire bouger parce que les enfants ils sont malins aussi, ils peuvent comprendre que c'est ce que le prof attend et finalement jouer le jeu devant vous, mais ils continuent à penser ce qu'ils ont envie de penser. Il y a une de vos collègues en philo, Carole Diamant, qui a quasiment 20 ans avait fait un très beau livre qui s'appelait École terrain miné, où elle disait je leur enseigne Voltaire, j'en sais ça. Finalement dans les dissertes, ils font comme s'ils y croyaient, mais je sais qu'au fond, je ne réussis pas à passer. Alors, si on parle d'école de la confiance, il faut vraiment donner la parole aux élèves, et même, quelquefois, des propos qui fâchent. Bon, évidemment, on respecte ou on leur rappelle les cadres de la loi, mais ils peuvent vraiment s'exprimer. Et on part de là. Et merci, voilà, on part de là, et justement, on construit là-dessus. Vous voyez, on n'est pas un groupe qui va les dénoncer, les stigmatiser, et puis on ne va pas donner de solution, on va seulement être comme ça dans l'invective. Non, on essaye d'en faire quelque chose
Bon, après, il y a des propos, je vous le cache pas, Donc en somme, on affronte. qui peuvent fâcher, voilà. Mais on les affronte et surtout, on les dépasse, voilà. Et tout cela adossé à un contenu scientifiquement solide, ça tient pas longtemps, vérifiable. Enfin, on fait vraiment de l'histoire. On parle d'histoire, on fait vraiment de l'histoire avec les élèves. Tout ce qu'on dit est vérifiable et on peut, y compris, le contester. Bon, il y a un moment, voilà. On leur dit ça, c'est pas possible. Non, mais face à la science, je veux dire, n'importe qui se rend compte de ses erreurs. Voilà. À part Donald Trump et quelques autres. Enfin bon. C'est une posture On va se retrouver, Kamel Chaban. On va se retrouver dans politique. quelques instants. Allez, une petite récré. On se change les idées avec Emma Guessel. Emma, vous nous proposez aujourd'hui une récré en chanson. Et je ne sais pas si on va vous remercier. Vous voyez le sparadrap du capitaine Haddock? Mais vous allez voir. C'est sparadrap. Alors, je vais vous parler de la chanteuse Sarah Donna, mais peut-être la connaissiez-vous sous le nom de Sarounette. C'était son ancien nom de scène. Et Sarah Donna, c'est une star chez les enfants. Elle a une chaîne YouTube sur laquelle elle poste des chansons éducatives et ludiques pour les enfants, donc, et ça donne ça. Aïe. Vous êtes des chenapans, mais faites plaisir à maman. Et 1, et 2, et 3, et 4, je veux que l'on m'épate. Et 5, et 6, et 7, et 8, que vous rangiez très vite. Et 9, et 10, et 11, et 12, il faut que tout le monde bouge. Vous avez enfin terminé, c'est l'heure du goûter. Vous avez enfin terminé, c'est l'heure du goûter. Pas fait le Hein, super califragilistique, il y a de ça quand même, Ah, de chez Marie. Oui, je connais pas les paroles, mais je connais l'air. Donc, vous avez En tout cas, vu ça reste dans la tête. Voilà, toute la journée, voire toute la semaine, c'est cadeau. Mais alors quand même plus de 16 millions de vues hein, pour Waouh. cette vidéo. 16 Donc, millions une. voilà. On vient de Même la plus, regarder. 16 Bah, millions, plus maintenant avec tous 150 000. ceux qui sont en train de nous regarder, J'ai fait ouais, plus c'est 16 énorme. millions de vues, mais vraiment c'est une star. Quand je vous dis que c'est une star chez les enfants, vraiment ils l'adorent. Et alors elle n'était pas du tout destinée à être chanteuse, mais en fait elle chantait pour son fils de 3 ans. Et quand il n'avait pas envie, typiquement de ranger sa chambre ou d'aller prendre son bain, elle lui a inventé ce genre de chanson et ça passait mieux. Elle a donc décidé de créer sa chaîne YouTube. Elle a eu raison parce que franchement, ça cartonne. Donc ça y est, on a rangé sa chambre. C'est clair. On a toutes les astuces, mais avec Sarah Donna, on peut aussi apprendre à aimer le bain, à mettre sa ceinture, à apprendre par cœur les capitales mondiales, à aller se coucher tôt et à bien se brosser les dents. Bref, il y a forcément une chanson qui parle à votre enfant. Et dernièrement, alors on va en écouter une autre, elle en a fait une sur un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'écologie et donc le sujet du gaspillage alimentaire. Pas mal. Et donc gaspille pas avec Sarah Donna. Gaspille, gaspillage, fini le gaspillage. La planète est en danger, je crois qu'elle va exploser. Gaspille, gaspillage, fini le gaspillage. La planète est en danger, je crois qu'elle va exploser. À nous de la sauver. À nous de Faites le truc avec la tête, là. la sauver. Yes. Vive Sarah Donna. Ok, donc Qui s'est merci. lancée sur TikTok aussi, vous pouvez Ouais. aller voir, ça Bon. cartonne. En même temps, si tout ça fait que le les rangement enfants de la se chambre est plus sensibilisent. sympathique Mais et voilà. que la planète est sauvée, ça fait un bénéfice sympathique quand même. Mais voilà, donc on va dire ça, que c'est bien. Emma, c'est formidable. Merci beaucoup. Merci. On retrouve Kamel Chaban, grand oral. Parce que chaque élève compte, le livre vient de sortir, il a été coédité par l'École des Lettres et par les éditions de l'Atelier, il a été codirigé par Kamel Chaban et par Benoît Falaise, mais c'est Kamel, professeur d'histoire-géographie au collège Gustave Flaubert à Paris, qui est aujourd'hui notre invité. Vous vous en prenez dans le livre, dans l'intro notamment, et dans la conclusion assez vertement aux médias, qui font pas le rôle. Alors je vous le dis avec beaucoup de placidité, hein, parce que... d'abord, on vous invite ici pour en parler, et puis ici, on n'arrête pas de parler d'initiatives sympas sur School TV, et puis on avait publié certains de vos textes. Donc, mais est-ce que c'est vraiment le problème numéro un que les médias ne parlent pas suffisamment des belles opérations pédagogiques? Est-ce que c'est pas quand même un petit peu un enjeu de formation des enseignants, de programmes et de ceux qui font les programmes, des moyens qui sont donnés ou pas aux équipes? Et puis est-ce qu'il n'y a pas d'autres relais comme, je ne sais pas moi, les syndicats, les associations, etc., qui sont à la fois, j'allais dire, plus légitimes et plus responsables d'une certaine façon que les médias, qui ne sont qu'un miroir? Alors, en fait, pour reprendre tout ce que vous avez dit, on est victime d'un syndrome hein, qui est bien connu. Hein, on peut faire une métaphore pour que tout le monde comprenne. Les syndromes des trains qui arrivent à l'heure pour les médias. Ouais, on en parle moins souvent. Voilà. Alors,
comme je vous le disais tout à Je dis, l'heure... maintenant, on parle de SNCF Connect, donc vous voyez ce que je veux dire, on ne parle plus des trains. Mais bon, alors, nous, on nie pas les problèmes, hein, au contraire, on en parle également. Hein. Ouais. Là, le problème, en ce moment, vous voyez, les médias sont focalisés là-dessus, et c'est bien normal. C'est le manque criant d'enseignants et la dévalorisation de la profession dans la société, mais dont nous sommes également victimes. Ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, et ce qu'on dit dans l'introduction sur les médias, c'est que... les agressions de collègues, les exactions que peuvent commettre peut-être certains élèves. Tout ça fait du mal dans les établissements. Et ça fait du buzz, surtout. Parce qu'en réalité, si vous trouvez le point commun, on en a discuté déjà ensemble, hein, à d'autres moments, c'est le côté anxiogène de la chose. Voilà. Et ça n'aide pas à mettre en confiance. Non, et l'opinion publique est focalisée là-dessus, parce que comme on en a discuté tous les deux, par ailleurs, l'école peut faire peur aux parents, parce que c'est un enjeu sociétal fondamental, surtout qu'on est une république laïque, indivisible, démocratique et sociale, et que il est normal qu'on ait finalement beaucoup investi sur l'école. Voilà, donc l'école se retrouve au milieu de multiples problèmes sociaux. Et ce serait quand même sympa que de temps en temps on dise qu'elle arrive à faire des choses. Vous donnez la exactement. parole d'ailleurs à un jeune homme qui prouve qu'elle arrive à faire des choses, même si ce n'est pas évident. C'est Cheikh Sidibé, qui est un ancien élève en quasi-décrochage. Peu de personnes ont cru en mes capacités, dit-il. Et vous dites justement, je vous cite là encore, il faudrait accueillir les élèves avec ce premier message, comme une profession de foi. Personne ne devrait pouvoir désespérer de vous. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'image qu'on a des élèves et l'image qu'ils se sont fait aussi d'eux-mêmes. Cheikh Sidibé, qui est un élève, dans le jargon, on pourrait le qualifier de poly-exclu. Hein, donc il arrive d'une exclusion et tout. Jusqu'au jour où une principale lui dit « je te verrai jamais ». Voilà, exactement. Et alors là, il est embêté parce que... Voilà, donc le principal partageait ce principe d'éducabilité pour tous dont on parlait tout à l'heure. Après, sans démagogie non plus, parce qu'il le rappelait à l'ordre quand il le méritait. L'expérience pédagogique, c'était un partage de mémoire. Hein. Ce Cheikh Sidibé qui a été si exclu et si décrié pour tous ses problèmes de comportement, il n'empêche qu'il y a une photo dans le cahier central du bouquin qui l'exprime absolument magnifiquement, un passage de mémoire entre Cheikh Sidibé qui sympathise et qui devient l'ami d'un résistant. Enfin, c'est un moment précieux, quoi. Voilà. Y compris moi, quand je fais venir dans ma classe 4 mémoires différentes pour la guerre d'Algérie, hein, et les témoins refont pas la guerre, les élèves non plus. Enfin, il y a de très très belles choses. 4 mémoires, 4 souffrances aussi que vous mettez. 4 souffrances, 4 formes de résilience aussi. 4 formes de résilience que les élèves, qu'on partage avec les élèves et qui les font progresser indéniablement, quoi. Je vous cite toujours, il ne s'agit pas d'imposer démocratie et valeurs républicaines, mais de les vivre ensemble au quotidien. Qu'est-ce qui s'y oppose? Qu'est-ce qui rend la chose compliquée aujourd'hui dans un établissement scolaire en quartier populaire? Alors, les valeurs, il faut les appliquer. Et des fois, c'est complexe de les appliquer. À vrai dire, on aurait plutôt tendance à gronder un élève sans l'écouter, parce que lui-même a été, ou elle-même a été provocateur ou provocatrice. Voilà. Mais, par exemple, le contradictoire... Dans la justice, c'est fondamental. Exactement, voilà, les principes de la justice et de la démocratie, on doit les appliquer dans un collège ou dans un lycée ou dans une école élémentaire. Donc c'est un tout, il faut aussi une cohérence de l'établissement, une cohérence des personnels. Exactement, un travail en équipe, en interdisciplinarité, je le disais tout à l'heure, mais ne rien céder sur l'application des valeurs et des principes de la République. Que ce ne soit pas une incantation sans arrêt, un truc que les élèves déclinent sans eux-mêmes les partager. Autrement dit, les partager, être capable ensuite de les diffuser, de les appliquer, mais surtout d'y croire au message républicain. Et de croire en chacun d'entre eux, parce que chaque élève compte. Merci quand même de rester avec nous. On va accueillir Marie-Olivier. Elle nous donne un cours particulier 2 fois par semaine sur des pédagogies différentes. Merci beaucoup, Emma. Direction maintenant le Rwanda. Et aujourd'hui, on va parler dans le cours particulier de l'enseignement des sciences chez les filles en Afrique avec l'exemple du Rwanda. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous en revenez du Rwanda? Ouais. Et comme c'est les vacances, on va tout dire. Hein. C'est vrai. C'est une grande famille. Et pourtant, ça vous n'avez pas pu vous empêcher de travailler. Exactement. Vous savez ce que ça signifie, STEM, S-T-E-M en anglais? Alors ouais, c'est Science, Technology, Engineering and Mathematics. Impressionnant. En bon français... Vous essayez tous de me coincer, mais... Non, bien joué, bien joué. Donc ça veut dire science, technologie, sciences de l'ingénieur et maths.
Et selon les organisations internationales telles que l'ONU, ces disciplines très liées à l'innovation jouent aujourd'hui un rôle crucial dans le développement de pays, notamment pour la réduction des inégalités et la protection de la planète. L'Union africaine, par exemple, promeut l'impact positif des connaissances dans ces domaines sur des secteurs tels que l'énergie, l'environnement, la santé ou encore l'agriculture. Et donc, évidemment, il est extrêmement intéressant de développer les compétences dans ce domaine dès le plus jeune âge, et notamment chez les jeunes filles qui s'y forment beaucoup moins que les jeunes garçons. Et ça, c'est un problème mondial. Tout à fait, ouais. Selon des études internationales comme PISA, qui est très connue, les filles de primaire obtiennent des résultats aussi bons, voire meilleurs que ceux des garçons en primaire. En revanche, l'écart se creuse plus tard, avec seulement 3 à 7% des filles dans le monde qui font le choix d'étudier ces matières dans l'enseignement supérieur. Et sur le continent africain dont vous revenez, l'écart est encore plus prégnant qu'en Europe. Oui, vraiment. En tout cas, la proportion de chercheuses en sciences donc dures en Afrique est de 20 à 30% contre 49% en Europe, par exemple, selon l'UNESCO. Écart qu'on peut notamment imputer à des barrières sociales ancrées. Par exemple, aucun pays en Afrique n'a encore atteint la parité dans les écoles primaires et secondaires. Donc il y a un petit problème de vivier. Et pourtant, ces domaines scientifiques gagneraient évidemment à accueillir plus de filles pour ce qui est des études et plus de femmes par la suite. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment pas qu'une question de parité pour la parité, même si c'est important. C'est vraiment logique aussi économiquement. La diversité permet la créativité, l'innovation et la prise en compte des genres dans les produits, etc. Alors on a essayé d'identifier des leviers pour motiver les filles. Quels sont-ils en Afrique ? Oui, il y a des chercheurs qui ont étudié plusieurs leviers. Donc l'accès équitable à l'éducation, on en parlait. Encourager l'intérêt pour les sciences aussi dès le plus jeune âge, ça vaut en Afrique mais ailleurs. Mettre en avant des modèles féminins et des mentors féminins, donc même dans les ressources pédagogiques, dans les manuels, etc. Mettre plus de femmes en avant. Soutenir les profs et notamment leur donner des moyens aux profs de STEM et faire en sorte que les profs ne perpétuent pas non plus ces stéréotypes genrés. Et alors là, vous allez nous donner un exemple à partir du Rwanda, petit pays qui fait figure d'exemple sur ces sujets en Afrique. Oui, le Rwanda, c'est un peu le Singapour de l'Afrique. Il y a un développement fulgurant et se concentre notamment sur l'innovation et la technologie. L'accent est mis sur l'enseignement des STEM à tous les niveaux et en particulier chez les filles. Aujourd'hui, même si elles sont même plus nombreuses à choisir des formations de l'enseignement supérieur dans ce domaine que les garçons. Donc ça va complètement à contre-courant des statistiques mondiales. Elles étaient 38 000 en 2019, elles sont aujourd'hui 46 000. Et je crois que vous vouliez nous parler d'une école à Kigali, la capitale du Rwanda. Oui, c'est ça. Fawe Girls School est un bon exemple. C'est un des nombreux lycées qui a ouvert au Rwanda ces 10 dernières années et qui concerne vraiment les STEM. Donc il n'y a que des filles dans ces écoles. Les élèves font des expériences en laboratoire, elles participent à des bootcamps et il y en a beaucoup qui veulent devenir pilotes ou pharmaciennes. Et elles sont accompagnées par qui ? Il y a des cercles de parole, donc il y a des mentors femmes scientifiques, des stages, les filles sont accompagnées pour ne pas s'auto-censurer, vraiment continuer le plus loin possible. Les professeurs sont aussi formés pour lutter contre les inégalités. Tout un ensemble de dispositifs. Je crois que vous me disiez aussi qu'il y a des compétitions, c'est ça, des concours pour les motiver ? Oui, tout à fait. Il y a plein de choses au niveau national. Par exemple, le 11 février, c'est la journée mondiale des femmes et des filles en sciences de manière générale dans le monde. Mais le pays des 1000 collines, comme on le surnomme, a célébré cette année le rôle des femmes et des filles dans la science et leur implication dans la prévention de la pandémie de Covid-19. Donc des prix ont été remis à 4 femmes et filles. Le prix du leadership scientifique, le prix de la recherche, le prix de l'étoile montante et le prix de la championne de science. Merci beaucoup. Vous partez où en vacances la prochaine fois ? Je ne sais pas. Non, pour qu'on sache quand même. Passionnant, il faut se reposer un petit peu. C'est vrai. Visiter des écoles pendant les vacances. Merci beaucoup, Marie, sur ce zoom sur le Rwanda, en particulier et en général sur les STEM et sur l'éducation en Afrique. Il y a des enjeux partout, Kamel. Oui. Mais un des enjeux de territoire vivant, je rebondis sur ce que disait votre collègue, donner de nouvelles idées aux élèves, autrement dit, là, dépasser... les stéréotypes. Voilà, et ce en quoi on les enferme, les élèves. Autrement dit, vous voyez, concrètement, moi, quand je leur dis « le monde vous appartient », là, je suis professeur principal de 3e, il y en a beaucoup qui nous regardent de manière assez étrange. Je veux dire, finalement, on se bride à la force d'être déconsidéré et de supporter des discours déclinistes. On se met des œillères. Exactement. Allez, donc émancipation et éducabilité. C'est ça le slogan ? Voilà. Super. L'émancipation, elle passe justement par cette relation de confiance qu'on partage avec les élèves. Voilà. Kamel, merci beaucoup. Merci vous allez donc vous. co-diriger avec Benoît Falès parce que chaque élève compte. Ça vient de sortir en cette rentrée. C'est une coédition des éditions de l'Atelier et de l'École des Lettres. Marie, merci beaucoup. Et puis évidemment, merci à la régie et notamment au maquillage, à Laure Audemont, à Marine Plantec qui a préparé cette émission. Elle est assistée aujourd'hui en régie par Roxane Sarfati. Au son, c'est Mathieu Sullivan. À la réalisation, Elisa Bernardo. Vous restez sur School TV et nous, vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.